Je me souviens de pouvoir indiquer sur une feuille de papier la personne qu'on verrait bien. Et avec déjà une levée d'anonymat, parce que c'était moi, Gabrielle, pense à, ou choisit, je ne me souviens plus du terme, à telle personne. Donc déjà, il y avait une levée d'anonymat qui me changeait par rapport au vote qu'on connaît classique, que je trouvais intriguant. Alors la première élection sans candidat, qui avait pour objet d'élire le facilitateur du lendemain, je lève la main et je fais ma proposition très rapidement et je propose la personne que je veux. Je crois qu'il y a une objection à les lever, ça passe. Et je suis contente. Yes. Et du coup en récite, j'amène donc c'est bien la première personne qui parle, qui fait donc le plus rapide, le plus réactif, qui va gagner et qui va pouvoir placer la personne qu'il a envie de placer, voilà, quelque chose comme ça. Et le facilitateur me pose une question. Il me dit ok Cécile, mais qu'est-ce que tu fais toi en fait quand tu fais ça? Et je crois qu'à l'intérieur de moi, ça a ouvert un immense champ de remise en question. Un immense champ de... avant d'aller questionner le pouvoir qui est au-dessus de moi, le pouvoir institutionnel, le pouvoir de toutes les classes ou les classes dominantes. Comment est-ce que je peux moi regarder où est-ce que je prends le pouvoir et où est-ce que j'essaye de dominer la situation, les personnes, le groupe. Ça a été une grosse motivation à attaquer un travail sur moi, par une réflexion, par de l'introversion, la réflexion sur ce que je fais, du repositionnement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris aussi ce que ça voulait dire, le fameux TPTS, transformation personnelle pour une transformation sociétale. Au moment en fait où le facilitateur donc fait appel aux objections, j'avais une objection. Et à ce moment-là, en fait, au moment de traiter l'objection, le facilitateur invite les autres personnes du groupe à se mettre en coopération. Et je me souviens vraiment du moment où le fait qu'il fasse cette invitation-là, que je sente les autres du groupe vraiment soutien et pas genre putain elle saoule avec son objection, ça m'a permis de la sentir, du coup de la poser de façon claire et on a pu la traiter. Et vraiment ce moment-là a été assez fort pour moi de me dire ah ouais, une objection ça peut vraiment être un cadeau. Et comment aussi la posture du groupe vient aider la personne qui a l'objection. Alors, ce qui m'a surpris et qui m'a plu, c'est que pareil, on sort de la logique du volontariat, qui est majoritaire dans nos fonctionnements d'élection. Bizarrement, ne sont volontaires que les mêmes catégories de personnes, ils se sentent légitimes. Et là, d'un seul coup, on sort de cette logique-là, ce qui permet en tout cas, dans un premier élan, de désigner des personnes qui ne se seraient pas présentées volontairement parce qu'elles ne se seraient peut-être pas senties légitimes de le faire. Et du coup, pour moi, ça donne une opportunité à d'autres personnes auxquelles on n'aurait pas pensé a priori, ou qui n'auraient pas pensé elles-mêmes à pouvoir se présenter, à être élues. Dans une élection sans candidat, on évite les débats inutiles. On va discuter au travers les objections qui sont posées par rapport à un poste qu'on a besoin de pourvoir ici et maintenant. Pour moi, c'est un moment de profonde humanité et de profond partage. Je l'ai fait avec des groupes d'enfants. Et j'ai trouvé ça très 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 touchant que les enfants puissent se dire des choses dans cet espace quand il n'y a pas d'autre espace pour se le dire. Il y a peu d'espace où on peut se dire moi, ce que je vois chez telle personne, c'est sa capacité à prendre des risques, sa capacité à synthétiser, sa capacité à je ne sais quoi. Il n'y a pas d'espace, peu d'espace où on peut se dire ça. Et là c'est dit, ça peut se dire, c'est fait pour, c'est utile au projet, c'est utile au groupe. C'est fait devant le groupe. Enfin, pour moi, tout ça, ça participe vraiment de quelque chose d'authentique. La lecture par l'animatrice de ces papiers, et à chaque lecture, la personne indique son choix, précise, justifie. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que tout de suite, ce que j'y ai vu, c'est cette logique d'influence et de transparence dans l'influence. Alors que les logiques d'influence sont plutôt, on va dire, dans notre logique dominante, classique, quelque chose de caché, qu'on évite de faire, de dire publiquement, dans les stratégies de lobbying, j'entends. Là, d'un seul coup, il y avait une transparence à l'idée de pouvoir influencer les autres personnes par notre parole, puisqu'on nous fait faire un deuxième tour au sein duquel on peut faire basculer notre vote, c'est-à-dire soit le maintenir ou soit indiquer au final je change mon vote. Ça m'a
permis de me dire tiens, que c'était un outil possible, dans notamment les milieux coopératifs qui ont ça comme valeur intrinsèque, tout ce qui est transparence. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez poignant pour moi. La possibilité justement de, on va dire, faire appel à sa souveraineté, c'est-à-dire sa capacité à poser sa parole. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le processus permet ça à différents endroits. C'est-à-dire que ça revient plusieurs fois. C'est pas juste au moment de l'objection. Il va y avoir un moment où on va appeler la personne à voter. Donc à ce moment-là, déjà, c'est OK, pour qui je vais voter. Donc être capable de poser un nom. Et puis après, on va devoir expliquer pourquoi on vote pour une personne. On va avoir la possibilité de reporter sa voix. Donc là aussi, ça demande du positionnement. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Dans le processus, quand je vais dire pourquoi j'ai voté pour telle ou telle personne, je nomme des compétences, je nomme des qualités que je reconnais à la personne et qui font que je vote pour elle. Donc du coup, chacun, chacune peut se retrouver à recevoir des feedbacks, à avoir des témoignages de reconnaissance. L'avantage, c'est que ces signes de reconnaissance, ces chauds doudous, sont entendus par tout le monde. L'autre avantage que je verrais, c'est le fait de demander le consentement de la personne qui a été désignée. Parce que c'est bien de désigner les personnes, mais enfin, si elle n'est pas d'accord, ça va quand même poser un problème. Et je trouve que ça, c'est toujours très précieux d'être vigilante sur le fait que la personne est bien OK pour incarner, pour enrôler le rôle qui lui a été désigné. Puis un autre avantage que je vois, en tant qu'animateur, quand je fais une élection sans candidat, je peux avoir beaucoup d'informations sur les mécaniques de groupe, sur les répartitions du pouvoir invisible. Et ça me donne des éléments précieux pour la suite de l'accompagnement, quand il s'agit d'un accompagnement d'organisation par exemple. Et justement parce que c'est un processus qui invite à l'authenticité, c'est d'être vigilant quand on est un facilitateur des organisations dans lesquelles on va proposer ça. C'est-à-dire quel est le contexte de ce groupe à qui je vais par exemple proposer de vivre une élection sans candidat. Le point de vigilance, c'est s'assurer en fait que, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir être dites de personne à personne, on n'est pas dans un contexte qui soit conflictuel et que du coup, plutôt que de vivre l'expérience d'élection sans candidat, on vive en fait une gestion de conflit. Donc c'est vraiment, ça peut être positif pour le groupe, mais en tout cas, il me semble que c'est vraiment important de s'assurer que ce processus ne va pas permettre en fait un règlement de compte. Que c'est des espaces qui doivent être séparés. S'il doit y avoir une gestion de conflit, c'est un autre espace. L'élection sans candidat n'est pas là pour ça. Une élection sans candidat que j'ai animée, que j'ai co-animée dans une association. Au moment du vote, il y a quelques personnes qui sortent et plutôt une convergence vers une personne qui est proposée pour laquelle personne n'a d'objection à part elle-même. Et en fait, son objection, c'est je n'ai pas le temps. Et sous son objection, on s'aperçoit qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, qu'il y a des endroits où elle n'arrive pas à déléguer. Et que quelque part, il y a de la souffrance aussi et du pas OK ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont les choses sont organisées, les tâches sont réparties. Et en quelques minutes, tout le monde s'y colle. Il revoit clairement qu'est-ce qui dysfonctionne, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à faire ça. Et au final, elle va pouvoir prendre la mission un peu plus sur le terrain qui était proposée par l'élection sans candidat et s'alléger une partie de son travail et dire ce qui est OK et pas OK pour elle. Ça a permis de redéblayer et reclarifier des choses à l'intérieur de l'organisation. Le contexte, coopérative d'activité, élection d'un coprésident. À la préparation, ça devait se passer rapidement, les gens l'avaient déjà fait l'année dernière, il ne devait pas y avoir de soucis particuliers. Et puis je m'aperçois dès le tour de météo qu'il y avait quelque chose comme un climat de méfiance qui planait dans le groupe. Et c'est avéré que c'est à la définition même de la fiche de poste du coprésident que quelque chose n'était pas clair pour tout le monde. Je me suis rapidement aperçu qu'on se lançait dans une élection sans candidat sans savoir exactement ce qu'allait faire la personne. En tout cas, tout le monde avait sa version. Donc on a passé 1h30 pour faire une gestion par consentement pour clarifier la fiche de poste avant de se lancer dans l'élection sans candidat qui a duré à peu près 10 minutes.